Le secret pour avoir de belles fleurs autour de sa maison? Le travail et encore le travail. Ce ne sont pas les récipiendaires du concours des maisons fleuries de la commune de Cattenom qui diront le contraire. C'est par période, on va dire, plus ou moins. Oui, ça peut être tout un week-end, 1 heure ou 2 par-ci par-là en semaine, en fonction des enfants, du temps. Donc oui, c'est un plaisir. Parmi les personnes remerciées par le jury et Michel Chibi, maire de la commune, une famille a reçu un prix spécial. Pour la première fois, le conseil local des jeunes a élu sa maison fleurie préférée. Mais j'étais un peu surpris, agréablement, hein, ceci dit. Mais bon, c'est que quand on voit les enfants, ils ont des autres yeux que les adultes, c'est encore plus touchant que les prix, les autres cadeaux qu'on reçoit régulièrement chaque année quand on vient. Fleurir le pourtour de sa maison à l'aide de bacs ou de pots, que ce soit en été ou en hiver, prouve que ces magnats de la bulbe aiment les fleurs. Ils savent prendre leur temps pour arroser, pour dépouiller les mauvaises floraisons et surtout pour accorder leurs couleurs. Et une chose que les gens oublient, c'est que quand par exemple quelqu'un s'habille, on oublie le vert. Mais le vert s'accorde avec toutes les couleurs. Parce qu'en général, toutes les fleurs ont des feuilles qui sont vertes ou des tiges qui sont vertes. Alors on peut accommoder le vert aussi bien avec du rouge, avec du jaune, avec du bleu, avec n'importe quoi. Alors dans l'habillement, on met rarement du vert et pourtant le vert s'accorde avec tout. Cette année, nos reporters ont remarqué que de plus en plus de jeunes couples avec ou sans enfants faisaient partie des lauréats. Un retour à la terre comme une façon originale de passer du temps en famille, loin de l'image de cette jeune génération qui se veut agglutiner aux écrans et qui sait, au contraire, mettre à profit le temps qui passe. Grâce à ses nombreuses années d'expérience où il est passé par de nombreux stages avec Maître Tamura entre autres et pendant lesquels il a énormément pratiqué, Franco est venu montrer son aïkido à Cattenom. Ce matin, nous avons fait des échanges entre techniciens et professeurs. Et nous avons donc les professeurs qui étaient là pour apprendre la pédagogie, la technique, les bases de l'aïkido, les fondements de l'aïkido. On a travaillé sur tous ces sujets et ils nous ont posé les questions qui leur posaient problème pendant les cours qu'ils font toutes les semaines. Et à partir de là, nous avons construit des séances d'aïkido. Les fondamentaux de l'aïkido, des séances d'aïkido qu'on fait tous les jours. Et cet après-midi donc? Cet après-midi, nous mettons un petit peu en exercice les sujets dont on a débattu ce matin. Beaucoup de pratiquants avaient répondu présents pour ce stage d'une journée dans les installations du dojo Cattenom. De quoi donner le tournis à nos reporters, mais pas de quoi faire vaciller l'enseignant. Quand on fait un cours, qu'on soit quelques dizaines ou plus, c'est la même chose. Hein, on voit comment que ça se passe et on voit d'un clin d'œil ce qui ne va pas et on va corriger les gens individuellement. Hein, mais sur les fondements toujours. Hein, la technique, c'est beau, ils l'apprennent dans les clubs. Nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est prioritaire. C'est la façon de se placer, la façon de déséquilibrer, tout en étant soi-même en équilibre. Et à partir de là, on est avec, on dit, c'est pas adversaire, on dit aïté. C'est la personne avec qui on travaille, on s'exerce. Voilà, donc on donne, comment je pourrais dire, de soi-même. On est franc, mais on travaille en harmonie. En aïkido, il est important de travailler lentement. C'est comme les musiciens. Les musiciens, quand ils travaillent leurs notes, s'ils travaillent avec un métronome, s'ils travaillent vite, on a des défauts, on ne les voit pas. Quand on travaille très lentement, on voit tous les défauts. Et en aïkido, c'est pareil. Quand on travaille lentement, on voit tous les défauts. Et si on travaille lentement et qu'on est en contact total avec l'autre, c'est-à-dire, en japonais, on dit avec le hara. Hara ou seikatanden, c'est dans le ventre, c'est au milieu du ventre. Toute l'énergie est là. C'est le centre de l'être. L'harmonie n'est pas un mot utilisé au hasard dans cet art martial. Pour preuve, le niveau d'écoute et la précision du travail des élèves. Nul doute que Maître Tamura, de son vivant, aurait apprécié ce stage fédéral organisé à la perfection par l'Aïkido Club de Cattenom. Cette œuvre représente la terre.
Et si je veux représenter sur cet œuf l'importance de l'atmosphère, c'est juste l'épaisseur de la coquille. Donc on voit que l'atmosphère est une couche extrêmement faible et relativement fragile. Elle se décompose en plusieurs niveaux. Le niveau le plus bas qui va du sol jusqu'à peu près 10-15 km d'altitude, c'est la troposphère et c'est là-dedans que se trouvent tous les phénomènes météorologiques. C'est là que nous vivons, c'est là que les avions se déplacent. Et donc ça, c'est la couche la plus importante pour nous météorologues. Invités à l'occasion de la fête de la science à la centrale de Cattenom, des spécialistes du climat ont eu l'opportunité de voir un public nombreux s'agglutiner autour de leur stand. Donc il y a 4 petits pots. 2 noirs, 2 blancs, un noir et un blanc qui sont pas éclairés et un autre pot noir et un autre pot blanc qui est éclairé. Et en fait, ils effectuent des mesures de température et en fait, la conclusion c'est que les 2 pots éclairés ont une température plus élevée que les 2 pots non éclairés puisque les rayons lumineux font de la chaleur alors que, à contrario de ceux qui ne sont pas éclairés, du coup. Et qu'entre le pot noir et le pot blanc, c'est le pot noir qui est plus chaud, qui a une température plus élevée que le pot blanc, puisqu'en effet, le pot noir capte la lumière, c'est-à-dire que là, je leur parle de l'albédo, c'est la capacité qu'une matière a à refléter la lumière, donc celui du blanc est beaucoup plus élevé que celui du noir, et je leur donne l'exemple de la neige avec le ski, ils bronzent beaucoup plus rapidement, etc. Vous voyez, le ballon, il a gonflé, parce qu'il y a moins d'air dans la cloche, mais il y a toujours autant d'air dans le ballon. Alors l'un de vous va m'aider pour ouvrir la cloche. C'est difficile, hein? Ça ne va pas parce que comme il n'y a plus d'air dans la cloche, qu'il y a de l'air autour, l'air fait pour fermer la cloche et c'est comme si c'était hermétique. On ne sait plus ouvrir la cloche. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir la cloche? On remet de l'air. Pour remettre de l'air, je tire là-dessus. Vous avez vu? Le ballon, il s'est dégonflé. Et voilà, je sais rouvrir la cloche. Même si les prouesses scientifiques ne cessent d'évoluer, la météo reste encore aujourd'hui une science inexacte. Il suffit qu'un paramètre de mesure change d'une seconde à l'autre pour qu'une prévision tombe à l'eau. Mais de quelle mesure parle-t-on exactement? J'explique ce que c'est qu'une station météo. Et donc, je montre ici le thermomètre. Le thermomètre qui n'est pas évidemment installé dans des conditions idéales pour le météorologue, mais des démonstrations. Puisqu'on veut mesurer l'air, la température de l'air, et donc en général on le met dans un petit abri météo blanc pour éviter tout le rayonnement du soleil. Alors ici on a ce qu'on appelle un pluviomètre, c'est ce qui va permettre de mesurer les précipitations. Les précipitations en météorologie, c'est la pluie, c'est la neige, c'est la grêle, le grésil. Et il y a en général sur les éprouvettes de mesure, on a une échelle qui donne directement la quantité d'eau qui est tombée par rapport à l'ouverture du pluviomètre. Ensuite ici on a la girouette. La girouette, ici c'est une flèche, on en voit souvent sur les clochers des églises qui est une forme de coque. En fait le vent va pousser sur l'empennage de la flèche et va orienter la flèche dans le sens d'où vient le vent. Et d'où vient le vent est très important pour la météorologie parce que c'est le temps qui va nous arriver. Donc si on a un vent du nord, on sait qu'au nord il fait généralement plus froid, on va donc avoir un temps plus frais. Si ça vient du sud, il fait plus chaud, on va avoir un temps chaud. Si ça vient d'ouest, ça vient de l'océan. Et donc à ce moment-là, on a un risque d'avoir un temps plus nuageux, plus pluvieux. Si ça vient de l'Est, ça vient du continent. En général, il fait sec de ce côté-là. En été, il peut faire très très chaud et en hiver, il peut faire très très froid avec une masse d'air qui vient du continent. Reste ici l'anémomètre. L'anémomètre est un appareil qui permet de mesurer la vitesse du vent. Au plus vite il va tourner, au plus le vent est fort. Et le nombre de tours
pendant un certain temps, va donner la distance que la masse d'air a parcourue et une distance par unité de vitesse, par unité de temps, c'est une vitesse. En marge des traditionnelles conférences sur le fonctionnement de la centrale proposées par le service communication, notre reporter a fait une rencontre insolite. Le chasseur d'orage, il consiste en général à prendre les photos, à prendre au maximum, prendre le maximum de photos des orages, ainsi que tous les autres phénomènes météo qui les accompagnent. Ça peut être de la grosse grêle, des pluies diluviennes, des crues soudaines, ou même par moments, mais très rarement des tornades. Ensuite, donc c'est l'aspect photographique, mais c'est aussi l'aspect scientifique parce qu'on ne se lance pas dans la chasse aux orages sans connaître un minimum la météo, la formation des orages, leur naissance, leur mort, leur évolution. Et c'est aussi une prise de conscience face au danger puisqu'on n'y va pas aussi comme ça sans être informé des risques qu'il encourt de se retrouver sur leur trajectoire et de ce qui peut nous arriver. Bilan de cette fête de la science, de nombreux curieux, de nombreuses expériences et la garantie que la science, même boudée et chahutée dans les affaires populaires, reste attractive pour une majorité de parents et surtout pour une multitude d'enfants.